Bonjour, je suis Robert Tellier, agent de négociation du groupe CS. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'entente de principe du groupe CS pour laquelle vous voterez prochainement. Cette présentation comprendra un exposé sur le parcours qui nous a conduit à l'entente de principe, une explication de l'augmentation économique proposée et de la façon dont elle se compare aux autres groupes au sein de l'Institut et autres syndicats de la fonction publique, quelques détails sur la modernisation des congés de maladie et sur le protocole d'entente conclu entre l'Institut et le Conseil du Trésor, et finalement, j'aborderai l'accord de principe en axant les détails sur la sous-traitance, les changements technologiques et le développement professionnel. Cela fait plus de 3 ans que nous avons commencé à préparer cette ronde de négociations. Au début 2014, nous vous avons envoyé un sondage pour connaître quelles questions vous étaient importantes. Plus tard au printemps, nous avons invité 35 délégués syndicaux CS de partout au Canada afin d'identifier quelles seraient les priorités et proposer du nouveau langage. Le cahier des propositions a été finalisé au début de 2015 grâce à vos commentaires, au travail du comité des propositions, de l'exécutif du groupe CS et de l'équipe de négociation. Il a été remis à l'employeur en février 2015. Il était évident que nos enjeux principaux seraient la sous-traitance, le changement technologique et le développement professionnel et que les libellés pour ces articles devaient être modifiés afin d'arriver à une entente. Nous nous sommes réunis plusieurs fois en 2015 jusqu'aux élections fédérales en octobre. Avec l'élection d'un nouveau gouvernement, le Conseil du Trésor n'avait plus de mandat pour progresser dans cette ronde de négociations. Malgré tout, en février 2016, le Conseil du Trésor était prêt à reprendre les négociations. Nous nous sommes rencontrés du début 2016 jusqu'en juin 2016, quand malheureusement les négociations se sont mises à faire du surplace. À ce moment-là, le président du groupe, le vice-président, moi-même et la négociatrice avons clairement indiqué au Conseil du Trésor que la négociation reprendrait seulement quand l'employeur serait prêt à négocier sérieusement. En septembre 2016, votre équipe de négo s'est rencontrée à nouveau pour réviser ses demandes. Finalement, nous sommes revenus à la table en octobre 2016, date à laquelle le Conseil du Trésor a déposé un protocole d'entente sur la sous-traitance. Ce protocole en lui-même ne convenait pas à notre demande et n'améliorait pas notre libellé dans la convention collective. Mais cependant, l'équipe de négo a choisi de conserver ce protocole en plus de parvenir à améliorer plus tard le libellé de l'article 30 sur la sous-traitance en novembre 2016 après une session de 3 jours de négociation. À la mi-novembre, la présidente Debbie Davio a convenu avec l'employeur d'une session active de 3 jours de négociation pour les groupes de l'Institut du 6 au 8 décembre. Nous gardions en tête que le groupe CS n'avait cependant pu négocier qu'un seul de ses enjeux principaux, mais nous étions prêts pour aller de l'avant et tenter d'obtenir une entente à la fin de ces 3 jours. Malheureusement, il est devenu clair pour nous qu'à moins d'accepter l'offre finale de 1,25 % par année pendant 4 ans établie par le cabinet ministériel, en plus d'ajustements mineurs au développement professionnel, aucune entente ne serait conclue. À notre retour à la table en janvier 2017, le Conseil du Trésor nous a fait à nouveau une nouvelle offre finale qui, cette fois, était l'offre intégrale qu'il avait conclue avec l'Alliance de la fonction publique du Canada, qui comprenait l'offre de 1,25 % par année pendant 4 ans, plus un ajustement salarial de 0,5 % et un bonus de 650 $ à la signature. Cette offre était encore une fois inacceptable et nous nous sommes retirés de la table. Du 27 février au 1er mars, l'équipe est retournée encore une fois à la table, cette fois dans une session de négociation assistée par la médiation. L'accent portait sur le développement professionnel
et l'augmentation économique. L'employeur a déposé plusieurs études sur la démographie du groupe, la rétention et le recrutement, ainsi qu'une comparaison salariale entre les secteurs publics et privés. Nous avons fait part que le recrutement était biaisé par la sous-traitance et les faibles opportunités de nomination en vertu de la loi sur l'emploi de la fonction publique du Canada. Après un long débat, l'équipe de négociation a pris la difficile décision d'accepter une offre économique améliorée que l'employeur a pris soin de lier à une recommandation de notre part. Comme vous pouvez le constater sur cette diapositive, le groupe CS a obtenu une augmentation économique de 1,25 % pour chacune des 4 années débutant le 22 décembre 2014. Nous avons aussi obtenu un ajustement salarial de 1 % au 1er avril 2016 pour les CS de niveau 1, 2, 3 et 4. Le Conseil du Trésor avait établi que cet ajustement salarial serait au 1er janvier 2017. En négociant cet ajustement plus tôt au 1er avril 2016, l'équipe de négo a pu ajouter un montant moyen de 650 $ dans les poches de ses CS des niveaux 1, 2, 3 et 4. Alors que des plus petits groupes de l'Institut, composés de plusieurs classifications, ont réussi à obtenir des avantages supplémentaires pour certains de leurs membres, l'objectif du groupe CS était que la majorité de ses membres obtient la même augmentation économique. Cet ajustement de 1 % est comparable aux autres groupes professionnels de la fonction publique fédérale, par exemple, le groupe économique et services des sciences sociales de l'ACEP a aussi obtenu cet ajustement de 1 % en plus des augmentations de 1,25 % pour les 4 années. Je me dois de mentionner que cette offre économique est la plus basse depuis le gel salarial du début des années 90. L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor en sont venus à une entente de principe sur un protocole visant à subvenir au mieux-être du personnel. Cette entente est survenue à la table centrale de l'Institut. Les parties vont continuer à négocier durant la prochaine année pour discuter des détails de la modernisation. 3 aspects fondamentaux ont été convenus. 1. Tout nouveau programme devrait être inclus dans la convention collective. 2. Que ce nouveau programme soit administré à l'interne de la fonction publique. Et 3. Que les employés puissent bénéficier de 100 % de leur rémunération à partir du premier jour du programme. Plus d'informations sur le protocole d'entente visant à subvenir au mieux-être du personnel est disponible sur le site Web de l'Institut. D'ici à ce qu'une entente soit conclue, les crédits et les conditions d'utilisation actuelles des congés de maladie continuent à s'appliquer. Quand une entente sera conclue, les termes et conditions du nouveau programme seront envoyés aux membres pour être votés et ratifiés. Comme mentionné précédemment, les enjeux que l'on considère nos piliers essentiels à une entente sont la sous-traitance, le changement technologique et le développement professionnel. Notre objectif au début de la négociation était d'améliorer le libellé de l'article 30 sur la sous-traitance afin de protéger les fonctions de nos postes et de limiter l'utilisation des sous-traitants. Nous avons obtenu 2 nouveaux libellés qui offrent de meilleures opportunités à nos membres. Le nouveau libellé de l'article 30.01 mentionne que l'employeur fait un effort raisonnable pour recourir aux employés en poste ou embaucher des employés temporaires ou permanents selon les besoins avant de sous-traiter du travail décrit dans le certificat d'accréditation et la définition du groupe. Cela démontre clairement que le travail en technologie de l'information est le travail des CS. Il impose à l'employeur de faire un effort raisonnable. Qu'est-ce qu'un effort raisonnable, me direz-vous, quand en ce moment l'employeur ne fait aucun effort pour recourir aux employés temporaires ou permanents avant de tout envoyer à la sous-traitance?
Présentement, la sous-traitance semble être l'option de choix. Dès la ratification de la nouvelle convention, nous pourrons compter sur les équipes de consultation et sur les délégués syndicaux pour obtenir l'information sur la sous-traitance. Rien n'est pour autant gagné. Nous devrons nous battre, mais nous sommes prêts pour cette lutte avec ce nouveau libellé. Nous avons aussi négocié un nouveau libellé sur la communication d'information. Le nouvel article 3004 mentionne que par le truchement des comités de consultation syndicale patronale ou d'une autre instance convenue par les deux parties, les représentants du ministère et ceux de l'IPFPC se rencontrent pour discuter des questions relatives à la sous-traitance et notamment de l'influence de cette pratique sur les conditions de travail, la complexité des tâches, l'information sur les sous-traitants au lieu du travail, les besoins en venir en matière de ressources et de services, les répertoires de compétences, le transfert des connaissances, les postes vacants, la charge de travail et les services gérés. Il a toujours été difficile dans le passé d'obtenir de l'information sur la sous-traitance. Ce libellé englobe l'échange d'informations sur les sous-traitants et les services gérés. Nous avons obtenu le protocole d'entente original sur la sous-traitance qui nous permettra de développer des lignes directrices touchant l'acquisition de services de sous-traitants pour 3 ministères, EDSC, MDN et SPC. Finalement, nous croyons pouvoir étendre l'application de ces lignes directrices à d'autres ministères de la fonction publique. Depuis au moins les 4 dernières rondes de négociations, le groupe CS tente d'obtenir un nouveau libellé dans la convention collective sur le changement technologique. Le nouveau libellé de l'article 2302 mentionne que l'expression « changement technologique » désigne l'introduction d'un nouveau système technologique, de logiciel ou de matériel informatique de nature considérablement différente de celle qui était utilisée auparavant ou un changement technologique, par exemple, système logiciel ou matériel informatique de nature considérablement différente de ce qui était utilisé auparavant. L'employeur nous indique souvent que la raison pour utiliser un sous-traitant est que nos membres n'ont pas les connaissances requises pour continuer à faire leurs tâches. Ce nouveau libellé définit clairement le changement technologique pour les fonctions DCS. Le nouveau libellé proposé de l'article 2307 mentionne que lorsqu'à la suite d'un changement technologique, l'employeur décide qu'un employé doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions normales ou révisées de son poste d'attache, après consultation avec l'employé, l'employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour donner la formation nécessaire à l'employé et procédera à un transfert des connaissances avec lui durant ses heures de travail, sauf en des circonstances exceptionnelles et sans frais pour l'employé. S'il nous manque des connaissances pour effectuer nos tâches, alors nous devrons être formés. On ne peut permettre à l'employeur de citer le manque de connaissances pour justifier l'embauche de sous-traitants. Si ces connaissances sont manquantes, alors la formation doit être fournie. Nous avons obtenu des modifications permettant aux employés d'accéder annuellement à la formation professionnelle. Cette formation inclut maintenant les cours techniques proprement dits, des cours, ateliers ou programmes linguistiques, ainsi que les programmes d'apprentissage mixte, mieux connu sous son acronyme PAM. Le nouveau libellé mentionne maintenant qu'un employé doit recevoir annuellement un perfectionnement professionnel pour participer à une ou plusieurs des activités contenues dans la convention collective. La nature du perfectionnement professionnel, la durée et la période seront discutés entre l'employé et l'employeur et seront soumis à l'approbation du gestionnaire. Finalement, les nouveaux ajouts mentionnent que le perfectionnement professionnel, en vertu du présent article, ne peut être refusé de façon déraisonnable. Ce nouveau libellé offre donc aux employés les outils nécessaires pour obtenir la formation. Présentement, plusieurs CS bénéficient d'un horaire de travail flexible ou d'une semaine de travail comprimée. Notre libellé actuel est cependant vague. Ce que nous avons pu obtenir dans le nouveau libellé, c'est de définir ce qu'est une semaine de travail comprimée. Le nouveau libellé proposé à l'article 701C mentionne qu'à la demande de l'employé et avec l'accord de la direction,
Les parties peuvent établir un horaire de travail variable adapté aux nécessités du service. L'article 704 sur la semaine de travail comprimée continue en mentionnant que sur demande de l'employé et avec l'approbation de l'employeur, l'employé peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de 5 jours, à condition qu'au cours d'une période de 28 jours civils, l'employé travaille en moyenne 37,5 heures par semaine. Au cours de chaque période de 28 jours, le dit employé bénéficie de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal. Ces nouveaux libellés définissent clairement le concept de travail flexible et de la semaine de travail comprimée dans la fonction publique. Les heures de travail supplémentaires pour voyager sont désormais augmentées à un maximum de 15 heures. La limite de 12 heures, auparavant imposée pour les voyages en Amérique du Nord, n'existe plus. Maintenant, tous les voyages, peu importe leur destination, sont assujettis aux mêmes règles. L'article actuel sur le rapport ou l'épuisement des congés annuels stipule qu'à la fin de l'année financière, les employés doivent demander à faire reporter les crédits de vacances non utilisés. Le nouveau libellé qui est proposé permettra d'établir par défaut que la partie inutilisée des crédits de congés annuels de l'employé est reportée à l'année de congé annuelle suivante jusqu'à un maximum de 262,5 heures de crédit. Il y a de nouveaux changements proposés sous l'article 17, congé avec ou sans solde. Sous l'article 1702, congé de deuil payé, la définition de la famille inclut maintenant les demi-frères, demi-sœurs et les enfants d'accueil. La définition de la famille de l'article 1709 sur le congé non payé pour s'occuper de la famille proche a aussi été élargie et compte maintenant, outre les membres déjà inclus, l'enfant en tutelle de l'employé, le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, le petit-fils ou la petite-fille, les grands-parents de l'employé, le beau-père et la belle-mère. À l'article 1712, l'élargissement de la définition de la famille inclut maintenant, en plus des membres déjà existants, l'enfant en tutelle de l'employé, le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, le petit-fils ou la petite-fille, les grands-parents de l'employé, le beau-père et la belle-mère et de tout autre parent avec qui l'employé est dans une relation de soins, qu'il demeure ou non avec l'employé. De plus, la totalité des 37,5 heures de congé pour obligation familiale peut maintenant être accordée pour un ou l'autre des motifs prévus à l'article 1712b. En raison d'un faible pourcentage d'utilisation du congé de bénévolat, à compter du 1er avril 2018, le congé de bénévolat a été converti en un congé personnel additionnel. L'article 3604, traitant des normes de discipline, a été modifié afin d'assurer la représentation syndicale lors de toute rencontre disciplinaire, administrative ou d'enquête. Voilà qui conclut cette présentation vidéo. J'espère que l'information qu'elle contenait vous aidera au moment de faire votre choix et de voter sur l'entente de principe. Si l'entente de principe est ratifiée, les termes et conditions de l'entente entreront en vigueur à la date de signature. Les augmentations économiques devront être implantées à l'intérieur d'un délai de 120 jours. Si l'entente est rejetée, l'équipe de négociation demandera à l'employeur pour retourner à la table de négo et poursuivre le processus. Au nom de l'exécutif du groupe CS et à mon nom propre, je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette présentation. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les faire parvenir à l'adresse submentionnée.